C'est parfait. Donc, je disais, nous avons de la complexité. Pour faire face à cette complexité, nous avons la facilité d'utilisation des ballons actifs qui apportent une plus-value même chez les patients qui sont complexes. Maintenant, ces ballons actifs viennent avec un concept qui est fabuleux et très séduisant, c'est-à-dire ne rien laisser derrière. Donc, pas de métal. Quand on dira pas de métal, donc pas de thrombose de stent, pas de sténose, pas d'inflammation. La complexité technique, il s'agira de juste inflater un ballon. Et enfin, quand on dit pas de métal, potentiellement pas de nécessité de traitement anti-agrégant plaquettaire agressif. Plus particulièrement dans le traitement des CTO, on évitera de stenter très très lent et donc pas de sténose intrastinte, pas de thrombose intrastinte, mais surtout le remodelage de l'artère, qui est le principe le plus intéressant dans le traitement des CTO, parce que au lieu de capturer finalement cette artère et la figer dans un stent, nous allons lui laisser le temps de se remodeler grâce au ballon actif. Et enfin, préserver les sites distaux pour d'éventuels pontages ultérieurs. Alors, le ballon actif, il a fait son bout de chemin de 2006 à 2025 de nos jours, classe 1 dans les restos intrastantes. Mais ce qui va nous intéresser, nous, plus particulièrement, c'est les artères de petit calibre. Quand je dis artères de petit calibre, je dis 3.0, 2.75 qui ne sont pas si petites que ça. Et notamment dans les nous avons souvent à traiter des artères de petit calibre. Alors, bien sûr, comment ne pas parler de basket small 2, la plus grande RCT, 700 patients, ou comparaison DCB stent actif, pas de différence significative en termes de mortalité, de MACE, etc. pour un follow-up de 3 années. C'était une étude de non-infériorité. Mais je voudrais surtout souligner l'étude Picoletto 2 qui, elle aussi, n'avait pas montré de différence en termes de MACE, mais un meilleur rapport en termes de late lumen enlargement, en termes de late lumen loss à la faveur des ballons actifs. Et pour la première fois, pour un follow-up de 3 années, nous avons des messes qui sont à la faveur des ballons actifs, car moins de thrombose artérielle et moins d'occlusion aiguë. Alors pourquoi cet effet qui reste réellement très très positif? Tout simplement parce que le produit antimitotique va avoir un effet direct sur la paroi artérielle. Dans cette étude sud-coréenne, nous avons un élargissement progressif de l'artère, c'est le late lumen enlargement, mais surtout un remodeling de la plaque, un effet pléotrope qui va redistribuer la plaque pour la rendre moins fragile et plus stable. On connaît très très bien l'effet du stenting sur la fonction endothéliale. Le ballon actif, lui, n'a pas cet effet de manière significative, ce qui préserve la vasomotricité, la fonction endothéliale, et on devine toutes les conséquences qui viennent avec. Si on devait parler de manière plus spécifique des CTO, je vous dis tout de suite, nous n'avons pas de données précises, claires et définies. Nous avons surtout recours au registre, aux méta-analyses, et j'ai choisi de vous présenter les plus intéressantes, les plus pertinentes, mais celles qui reproduisent l'idée générale. Alors, cette première étude qui est de registres prospectifs où la mortalité, les messes de manière générale, infarctus du myocarde, ne montraient pas de différence dans le bras, ballon actif ou stent dans le traitement des CTO. Par contre, pour ce qui est de TLR, donc nécessité d'aller réintervenir sur l'artère, nous avons un léger avantage au ballon actif. Cette étude chinoise, à peu près la même chose, pas de différence significative en termes de MACE, mais pour le late lumen loss, donc la perte de calibre avec le suivi, c'était en faveur des ballons actifs. Donc on revient toujours à ce remodelage positif des artères. Et enfin, cette méta-analyse où il n'y avait pas de différence significative en termes de hard mace, mais un meilleur late lumen enlargement à la faveur des ballons actifs. Donc, on ne parle plus de réduction de diamètre de l'artère, mais plutôt un gain en diamètre. Je ne peux pas ne pas évoquer cette méta-analyse qui est très intéressante, qui reprend les études les plus pertinentes, on va dire, où les patients ont été appareillés pour, en quelque sorte, faire une sorte de randomisation pour s'approcher d'une comparaison un peu plus claire. Et là, les ballons actifs font mieux que les stents dans le traitement des cétos. Mais bien sûr, il faut prendre ces données telles qu'elles sont. C'est une méta-analyse. Les ballons actifs ont été utilisés dans des situations très, très particulières. Et bien sûr, le nombre n'était pas si important que ça. Je finis alors par conclure avec cette méta-analyse qui est la plus récente, qui va paraître très très bientôt en 2025. C'est une méta-analyse britannique qui nous dit que tout simplement le ballon actif fait aussi bien que le stent. Et c'est le premier message, c'est-à-dire que nous avons cette sécurité d'utilisation pour des résultats qui sont très très appréciables. Mais ajoutez à ça ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire l'effet remodelage. Quoi de plus intéressant que d'aller voir ce qui se passe dans la vraie vie? Et à ce moment-là, c'est l'Euro CTO Registry. Nous avons plus de 43 000 patients
Le ballon actif a été utilisé dans plus de 6% des cas. Donc, on est en train de parler de 2600 patients. Alors, la stratégie, elle est double. On peut aller traiter ces CTO par ballon actif seul, mais le plus souvent, il s'agit d'approche hybride, c'est-à-dire stunter proximalement et puis partir sur un ballon actif distalement. Lorsqu'on a aussi une bifurcation, traiter la branche phi avec ballon actif, puis recontrôler après ou ne pas recontrôler, c'est en fonction des opérateurs. Aussi, ce qu'on pourrait noter, et fait très très intéressant, c'est que l'utilisation des ballons actifs est de plus en plus importante au fil des années. C'est une croissance qui est exponentielle avec un pic de 14% en 2023. L'attitude, comme je le disais, c'est surtout pour les lésions qui sont longues, les lésions qui sont distables, mais aussi utilisation dans un quart des cas pour les rosténoses intrastates et pour traiter les side branches. Maintenant, pour ce qui est des outcomes, nous avons moins de complications avec les ballons actifs et de manière significative. Donc, nous avons moins de perforations, moins de tamponnades et c'est tout à fait logique parce qu'on ira moins on sera un petit peu moins agressif sur des lésions qui sont de petit calibre, voire distales, et avec moins de post-dilatation puisqu'il n'y a pas de stent. On parle de registre, on parle de méta-analyse. Nous avons une RCT sur le pipe qui va donner ses premiers résultats en 2026 qui seront réellement très, très intéressants. Maintenant, pour arriver à tous ces résultats qui paraissent être très, très positifs, il y a des conditions. La condition sine qua non, c'est la bonne préparation, c'est la prédilatation, préparer l'artère. Quand on parlera de CTO, cette préparation est d'autant plus importante. On parlera éventuellement tout à l'heure d'imagerie. Alors, comment préparer notre artère? Il faudra prédilater avec un ballon. On choisira toujours un rapport de 1 pour 1, idéalement. Le minimum serait de 0,9. Donc, pour une artère de 2,75, on prendra un ballon de 2,75. On acceptera une sténose résiduelle de 20% avant de passer au ballon actif. Ça sera le meilleur prédicteur de meilleur outcome. Et enfin, une fois le ballon appliqué, il faut considérer un temps d'application qui est de 60 secondes. On vous parlera de 30 secondes. Réellement, les 60 secondes sont le timing optimum pour obtenir les meilleurs résultats, ni plus ni moins. Et finalement, pour résumer la chose, nous avons le consensus des drug-coated balloons. Il faut bien préparer l'artère. Ça pourrait être avec un ballon semi-compliant, ballon compliant, scoring balloon, même cutting balloon. Retablation très, très intéressante dans le traitement des CTO et ballons actifs avec beaucoup de publications qui vont dans le même sens, que les RCT que j'ai pu, que les méta-analyses et les registres que j'ai pu présenter. Pour ce qui est du shockwave, les données restent quand même très, très, très limitées. Par la suite, nous avons sténose résiduelle qui reste supérieure à 30%, voire supérieure idéalement à 20%, plutôt partir pour le stenting. Si vous avez des sténoses résiduelles qui restent moins de 20%, à ce moment-là, le ballon actif reste une option plus qu'intéressante. On va se poser la question quant aux dissections. Et Ayman tout à l'heure avait présenté un cas avec une dissection. Eh bien, la dissection, il faut la respecter dans la plupart des cas. Lorsqu'il n'y a pas une limitation de flux, lorsque la dissection n'est pas au-delà du grade C, à ce moment-là, le plus souvent, c'est des dissections qui vont se réparer avec le temps, avec des cicatrisations quasi complètes. Et plus d'ailleurs, les dissections sont en faveur du remodelage positif, notamment du late lumen enlargement. Ça a été démontré par Yamamoto, par étude IVUS, puis étude OCT. Au fait, ces dissections sont derrière ce mécanisme de remodelage positif. Pourquoi? Parce qu'elles permettent une meilleure pénétration du produit antimitotique au niveau de la média, au niveau de l'intima, pour des résultats de plus en plus intéressants. Les facteurs prédictifs de remodelage positif sont la présence de dissection et au contraire, l'absence de dissection sont en faveur de mauvais résultats ainsi que les calcifications qui sont étendues, résistives et bien sûr l'hémodialyse. Donc finalement, pour illustrer un petit peu tout ça, un cas clinique très très rapidement, j'espère que je suis toujours dans les temps. Donc, c'est un patient de 56 ans, diabétique hypertendu, insuffisance rénale terminale, donc patient candidat pour une transplantation rénale. Ce patient, dans son évaluation préopératoire, a fait une échocardiographie qui avait montré une fraction d'éjection autour de 43% et une scintigraphie qui avait montré de l'ischémie. Alors, on peut voir que nous avons une CTO de l'artère circonflexe, une belle marginale, pardon, je reviens sur l'image, et nous avons une reprise quasiment Rentrop 2, Rentrop 3.
Donc, procédure entérograde. Deuxième marginale, fielder XTA. Workhorse wire sur la première marginale. Prédilatation avec un petit ballon en amont de la deuxième bifurcation car un deuxième fielder n'a pas pu passer. On a dû partir par Gaia 2. On peut voir qu'il y a de la dissection sur la deuxième bifurcation. Prédilatation sur les deux artères. Ballon actif 2.0 sur la deuxième marginale. Ballon actif 2.5 sur la troisième marginale. Et voici le résultat. Enfin, stenting, bien sûr, de l'artère circonflexe vers la première marginale qui, je rappelle, n'était pas occluse. Donc, pot, side pot, repot. Voici le résultat final. Donc, on a évité une technique à 2 stents et un résultat plutôt assez satisfaisant. Le patient est revenu 4 mois plus tard. On a été vraiment agréablement surpris de voir que la fraction d'éjection était revenue à la normale. Le patient avait présenté de la douleur thoracique per dialyse. On ne s'est pas fait prier pour aller contrôler tout ça. Ça, c'était l'image avant. Et voilà 4 mois après. Donc, pas de stent, un bon remodelage de l'artère. On a permis aux artères de prendre un bon calibre et ma présentation s'est bloquée. Donc, j'arrive à ma conclusion. Alors, pour la conclusion, quand on parle de ballons actifs en termes de CTO, je me dis qu'on les utilise de plus en plus. Et pour moi, c'est maintenant des devices qui sont complètement indispensables. Pourquoi? Parce qu'ils nous offrent une certaine sécurité d'utilisation, une certaine facilité d'utilisation. Et maintenant, on peut voir l'efficacité qu'il y a derrière. Maintenant, quand on parle de CTO, idéalement, ne pas aller au ballon actif sur tous les cas. Ce n'est pas un traitement de remplacement, mais un traitement d'appoint qui apporte ces solutions. Très, très souvent, on a besoin de partir avec contrôle IVUS pour voir réellement où est-ce qu'on va avec notre ballon actif. Je tiens à préciser que tous les ballons actifs ne se valent pas en termes de data par rapport aux petits artères, etc., etc., mais aussi en termes de technicité, en termes de profil, en termes de franchissement. Et très probablement, les opérateurs qui utilisent ces ballons vous le diront. Et enfin, on attend, si vous me le permettez, je vais essayer de reprendre un petit peu. On attend les résultats de plus de data pour finalement conclure la discussion qui reste ouverte. Et je vous remercie.